Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un retour d'expérience, de vous expliquer un petit peu comment chez Quelcou on a mis en place nos solutions de déploiement et de packaging de solutions, d'applications, de logiciels. L'idée c'est que ça s'inscrit un peu dans une mouvance qui arrivait en même temps un petit peu qu'on l'industrie et la solution, qui s'appelle DevOps. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça. Donc de quoi s'agit-il? De la présentation de notre solution, essayer de vous expliquer quelles sont les étapes, comment on a structuré, quels sont les outils qu'on a retenus. Et puis parce qu'il en faut aussi un peu pour tout le monde, on a choisi de faire quelques zooms techniques sur certains aspects techniques pointus de notre solution. Vous expliquer en pratique quels sont les choix ou les moyens ou les solutions qu'on a mises en œuvre pour résoudre des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a dans... C'est quoi le contrat finalement de cette présentation? De quoi on va vous parler? Donc on va vous parler un peu de Quelcou, un peu de DevOps, un petit peu d'outils techniques. On ne va pas voir en détail ce qu'est le mouvement DevOps, il n'y a pas une slide. On ne va pas voir en détail l'ensemble des outils. C'est un peu le contrat qu'on vous propose. En termes de présentation, je m'appelle Alain Delafosse, je travaille depuis 2004 chez Quelcou. Je m'occupe d'architecture, technologie, de sujets un peu comme celui-ci. Et je te passe le micro. Merci, bonjour. Donc, moi je m'appelle Nicolas Caponi, je travaille chez Quelcou depuis 2003. Et donc je suis architecte logiciel et le principal contributeur de l'outillage technique qu'on va vous montrer. Alors maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est aussi de vous connaître un peu, pour pouvoir adapter un peu notre discours. Donc, je vais vous demander déjà de lever tous la main. Si, tout le monde. Tout le monde lève la main. Et la première question que je vais vous poser, c'est qui connaît le mouvement DevOps? Et tous ceux qui le connaissent, vous pouvez garder le bras debout. Donc tout le monde connaît déjà bien le mouvement DevOps, c'est une première information. Je vais vous demander de relever le bras, et on vous demande un peu de sport comme ça le matin. Et maintenant, tous ceux qui ont déjà utilisé des outils de configuration, style Puppet Chef, vous gardez le bras levé. Donc, vous êtes, alors bonne nouvelle, vous êtes dans la bonne présentation. On va vous en parler. Une rapide slide pour vous présenter Quelcou, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc slide, Quelcou, je sens, je me coffre. Quelcou, c'est une société du web créée à Grenoble, qui est un moteur de comparaison de prix, ce que j'ai mis un shopping engine. Notre métier est assez simple, on récupère des informations d'un certain nombre de marchands du web qui nous envoient des flux d'offres. On les agrège, on les apparie à des fiches produits, on les catégorise, on les met dans une grande base de données. Et cette base de données, on la propose à l'utilisation à deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs finaux du web, vous qui dès ce soir allez sur Quelcou commencer à chercher les meilleurs prix du web. Et puis aussi, un autre aspect non négligeable de notre activité, c'est de les fournir sous forme de web services à des sociétés partenaires qui construisent leur site web à partir de l'utilisation de web services et du contenu qu'on a mis en place. DevOps. DevOps, c'est un... Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que DevOps? DevOps, c'est pas un rôle, c'est pas... Il n'y a pas les développeurs, les Ops ou l'espèce de milieu DevOps. Il y a des gens qui proposent ça. DevOps, à la base, c'est un mouvement. Ce mouvement, il s'insère un peu dans une réflexion un peu globale. Cette réflexion, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de frontières, de murs, là, que j'ai représentés dans le développement logiciel. Ces frontières et ces murs, il y a déjà une première étape. Donc, ces frontières, elles correspondent finalement à des objectifs différents. Le business cherche globalement à satisfaire son utilisateur, à générer du cash aussi. Le développement cherche à pousser ou à livrer le plus rapidement les fonctionnalités attendues par le business. Les opérations cherchent à garder tout cela un petit peu stable et offrir, garder le service ouvert. Donc c'est des objectifs un petit peu antagonistes. Et on a vu apparaître les méthodes agiles. Alors c'est pas l'objet de cette conférence ni de cette présentation dans détaillé, mais qui a permis déjà énormément de casser les murs et les barrières en poussant une très grande interaction entre les équipes de business et de développement. Et puis très vite, la pression s'est un peu décalée sur le mur d'après, c'est-à-dire la collaboration entre les devs et les ops. Et donc il y a un certain nombre un mouvement qui est né, qui s'est dit on doit progresser sur cette collaboration. Ce mouvement, il s'appuie un peu sur trois piliers.
Le premier qui est l'industrialisation du processus de développement, faire en sorte que ce soit facile de construire des logiciels, que ce soit évident de les pousser, de les générer, de ne pas perdre de temps là-dessus. L'industrialisation de l'infrastructure, faire en sorte que configurer son infrastructure, déployer son application sur des choses qui soient faciles à faire, parce qu'on vise effectivement à aller plus vite, à itérer de manière incrémentale le plus rapidement. Et enfin, troisième étape, faciliter la communication. Ce sont des équipes différentes, avec des objectifs différents, des compétences quand même relativement différentes, et donc il faut les faire communiquer, et on va voir un peu comment on peut s'y prendre. Donc on va voir un petit peu dans quel contexte on a été amené à développer notre propre outillage pour nous aider dans cette mise en place de DevOps à Kelkoo. Donc en gros on a eu trois périodes dans Kelkoo. Donc au début des 99, les années 2000, c'était un peu l'esprit start-up. Donc on avait peu de composants, quelques serveurs, c'était pas très complexe, donc c'était un petit peu l'esprit l'arrache, c'est-à-dire on avait des TGZ, on avait beaucoup de déploiements faits de manière manuelle, c'était pas très bien organisé et c'était source de beaucoup d'erreurs. Donc la deuxième étape importante, c'est en 2004, Kelkoo s'est fait racheter par Yahoo, et donc du coup Yahoo, grosse société, qui avait déjà des bonnes pratiques et des outils déjà assez poussés. Et donc qui nous a montré qu'on avait beaucoup de progrès à faire là-dessus, donc on s'est mis à utiliser leur outil. Et enfin la troisième étape, c'est en 2008, Yahoo a revendu Kelkoo et donc est reparti avec ses outils maison. Donc en fait on était à un point où donc on commençait à avoir une plateforme assez complexe avec plusieurs centaines de serveurs, de très nombreux composants. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas repartir sur une méthode complètement manuelle. Enfin, on avait déjà commencé les bonnes pratiques et avoir de bons outils. Donc on a décidé de repartir sur notre propre solution maison. Donc on va voir comment. Cette solution maison, on l'a mixée, puisque c'est finalement un peu le thème de la journée. On l'a mixée à partir de deux sources. Effectivement, on a repris les bonnes idées, les bonnes pratiques. Il y en a certaines qui nous ont vraiment plu. On s'est dit, il faut qu'on réutilise ces points-là. Le premier point, une espèce d'outillage du développement jusqu'au déploiement, qui est d'ailleurs d'avoir une chaîne vraiment continue qui va de tout du codage, du codeur, même la génération de composants, jusqu'au déploiement, l'installation en production. L'idée d'avoir une espèce de back-office de configuration, c'est quelque chose qui nous a fait prendre conscience que ça permettait de gérer ou d'abstraire un grand nombre de problèmes liés au déploiement. Et puis le fait d'avoir des composants installables, c'est-à-dire que cet outillage, quelque part du dev au déploiement, il doit sortir avec quelque chose qu'on puisse installer et mettre en place facilement. On avait également un certain nombre de besoins plus spécifiques à Kelkoo qui n'étaient pas forcément gérés. Le besoin de multi-instancier un composant sur un même serveur, c'est-à-dire d'avoir 3, 4, 5, 10 fois le même composant déployé sur le même serveur. On n'avait pas du tout la même taille que Yahoo, et donc pas la capacité de maintenir ou de déployer une solution construite from scratch. Donc on avait quand même ce besoin de s'appuyer au maximum sur l'outillage open source existant. On a mouliné un petit peu tout ça et on est arrivé avec des objectifs qui étaient l'automatisation la plus poussée, standardiser au maximum les déploiements, d'avoir un certain nombre de commandes et d'interfaces simples, et puis de s'appuyer donc sur les outils open source. Donc là ici on voit un petit peu les étapes dans lesquelles on peut découper notre solution. Donc c'est aussi les étapes qu'on va voir au cours de cette présentation. Donc on peut distinguer deux grandes choses. La première partie, c'est tout ce qui concerne l'infrastructure et l'OS. Donc on a deux principales choses à faire, c'est cloner les serveurs et les configurer. Et ensuite on a toute la partie applicative. Donc pour les applications, donc on a distingué 4 étapes. Donc la première, c'est forcément le développement d'application. Ensuite, le fait de la packager. Une troisième étape qui est la configuration. Et enfin, une dernière étape qui est le déploiement sur les serveurs.
on va faire un premier zoom sur l'outil open source qui est Puppet. Donc, comme on a dit, on ne voulait pas tout refaire. Hein. Donc on s'est basé sur des outils et Puppet est la brique principale sur laquelle on se repose. Donc Puppet, on l'utilise à la fois pour la partie infrastructure et OS et à la fois pour la partie application. Donc on l'utilise vraiment beaucoup. Donc Puppet, on peut le décrire comme un outil industriel de gestion de configuration et de déploiement. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. Donc il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Puppet il vient avec son propre langage. Donc on écrit sous forme de, donc on appelle ça un manifeste. Donc on peut voir ça comme un petit langage de script où on écrit les ordres d'installation qu'on va vouloir, quand on veut déployer quelque chose sur un serveur. Donc on va avoir un ordre package qui va, à partir d'un package, va l'installer sur le serveur. Un ordre de création de fichiers, de création de répertoire, d'application de template à partir d'un fichier template et d'un ensemble de clés valeurs. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui permettent d'automatiser le déploiement. Et donc la particularité de Puppet, c'est le langage est déclaratif. Donc on déclare ce qu'on veut faire et Puppet applique lui-même dans l'ordre qu'il veut ensuite le déploiement. Donc pourquoi on a choisi Puppet? Donc à l'époque, en 2009, on avait principalement deux candidats qui se dégageaient. Il y avait Puppet et BCFG2. Donc on a choisi Puppet principalement pour trois raisons. Le premier, c'était l'aspect communauté. Puppet était plus nouveau, mais il avait une communauté vraiment dynamique. Et rien que sur les mailing lists et les forums, c'était plus dynamique que sur BCFG2. La deuxième partie, c'est l'outillage et les possibilités d'étendre les fonctionnalités. Donc en Puppet, ça se fait assez facilement, et en BCFG2, c'était marqué que c'était un petit peu plus compliqué. Donc c'était vraiment un aspect important pour nous. Et ensuite, c'était l'aspect simplicité. Donc Puppet vient avec son propre langage de script qui se voulait justement assez simple. Par contre, BCFG2 utilisait des descriptions au format XML, et donc on trouvait ça assez verbeux. Donc on est parti sur Puppet. Aujourd'hui, il y a un nouvel outil à considérer, c'est Chef. Donc si on avait à faire le choix aujourd'hui, on hésiterait entre Puppet et Chef. Donc Chef est un petit peu plus nouveau, donc il est peut-être un petit peu moins riche en termes de fonctionnalités. Par contre, par rapport à Puppet, il a un avantage, c'est qu'au lieu d'implémenter son propre langage, ils ont fait le choix de donner accès à un langage, donc c'est codé en Ruby, et de proposer un DSL par-dessus. Donc on l'a pas utilisé, mais moi il me semble que ça permet que c'est plus souple et que ça permettrait de faire des choses qui sont parfois difficiles à faire en Puppet. Donc on va se raccrocher à cette espèce de processus. La première étape, c'est finalement mettre à disposition un serveur pour le développement, pour le déploiement des composants logiciels que l'on développe. Pour cela, on est parti sur le principe que toujours cette notion un petit peu d'industrialiser l'infrastructure. L'industrialiser, ça veut dire être capable de répéter, de remettre à niveau, de cloner des serveurs de manière identique, les installer de manière identique et répétable. On est parti donc sur un outillage qui s'appelle Cobbler. Cobbler nous permet tout simplement de démarrer, de booter un serveur dans un mode un peu particulier, un boot PXE, et automatiquement, toute une série d'éléments de configuration qu'on a préparés en amont sont mis en place sur ce serveur. On va lui mettre bien sûr un système d'exploitation, un certain nombre de drivers qui dépendent de sa configuration hardware, un certain nombre d'éléments de configuration qui dépendent de la zone réseau dans laquelle il est. Est-ce que c'est un serveur de production, de dev, de QA? Un certain nombre de points qui sont liés au repository Yum qu'il peut utiliser, aux utilisateurs qui peuvent le faire. Et on a commencé petit à petit, alors à s'appuyer sur Cobbler pour le déploiement de l'image logicielle, et puis à s'appuyer sur Puppet pour avoir une logique finalement de configuration très spécifique. L'utilisateur est déployé avec une classe Puppet qui installe un certain nombre de choses.
On a également, donc ça c'est finalement le déploiement, sur l'aspect configuration, on a un grand nombre de, alors à peu près 350 serveurs physiques, mais 150 VM aussi également. Ça fait un grand nombre de machines, on n'est pas des masses pour manipuler et configurer tout ça, et comme toute infrastructure, on fait des changements. Pour automatiser et gérer ces changements, on est passé sur une solution Puppet, effectivement, dans lequel on va retrouver, tiens, il y a 2 fois SSH, je m'en aperçois là maintenant, le jour de la presse. On est passé sur, effectivement, la généralisation de Puppet pour la configuration du système d'exploitation. C'est donc toute une série de templates que l'on manipule de manière centralisée avec un fichier. Et lorsqu'on veut déployer un nouveau serveur DNS, une nouvelle configuration, un nouveau serveur de temps, n'importe quoi, il ne nous reste plus qu'à aller appliquer la commande Puppet sur l'ensemble de nos serveurs, étape par étape ou stage par stage, et que zone par zone pour gérer tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une configuration extrêmement homogène entre nos machines et puis de pouvoir recloner ou redéployer à la demande nos serveurs. Donc on va passer à la partie développement et packaging. Donc pour cette partie, on s'est appuyé principalement sur Maven. Donc pour nous c'était un petit peu naturel puisqu'on utilise comme langage de programmation principal Java. Donc on fait aussi un petit peu de PHP, de Perl et de Ruby. Mais on avait donc une grande expérience en Maven. Et en fait, Maven, c'est un outil de build, je pense que vous connaissez tous. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'en dehors des utilisations courantes, donc Maven, on l'utilise pour compiler, pour faire les tests, pour générer un jar. Et en fait, si on le pousse un petit peu plus loin, on peut l'utiliser pour 2 choses qui sont très intéressantes. La première, c'est toute la partie génération quand on veut créer un composant à partir de 0. Donc la partie, les archetypes de Maven, qui permettent d'implémenter cet aspect génération, donc qui permet à la fois un gain de productivité et aussi un aspect très fort de standardisation. Donc nous on a poussé vraiment ce principe assez loin et on a défini un certain nombre de types de composants qu'on est amené à développer. Donc ils sont notés ici. Donc, on a des applications, des composants de processing, on a des web apps qu'on déploie soit sur Tomcat, soit sur Apache. On a des schémas de base de données qu'on déploie sur des MySQL. On a des plugins de monitoring. Donc on utilise Nagios, on écrit de très nombreux plugins. Et on a aussi un composant de type web service en Jersey, qui en plus donc, de la structure de répertoire génère aussi un squelette de code qui permet de démarrer plus vite. Donc à partir de ça, ça nous permet de standardiser les composants qu'on va être amené à développer. Et le deuxième aspect, c'est de l'autre côté, à la fin du process de build. Donc ce qu'on connaît, c'est souvent on construit des jars ou des warps. Et en fait, nous, on a poussé le principe encore plus loin. En fait, ce qu'on voulait avoir à la fin du process de build, c'est un composant complet, donc qui représente une appli directement installable et qui soit déployable, directement déployable. Donc pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on génère des paquets. Donc nos serveurs sont sous Linux, aussi standardisés, donc on utilise CentOS. Donc du coup, on a fait le choix de prendre des paquets RPM, forcément, sur CentOS. Et donc ce que fait notre processus de build à la fin, c'est qu'il construit des RPM. Donc dans le RPM, on a non seulement le code source, mais on a aussi toutes les librairies et tout ce dont on a besoin pour que notre application fonctionne. Donc on a ce composant, donc on génère un RPM, mais on génère aussi un deuxième RPM qui va contenir, lui, pour cette fois, toutes les informations dont on a besoin pour faire le déploiement. Donc là-dedans, on va voir qu'on va retrouver toutes les informations liées à Puppet. Merci Alain. Donc on va faire un petit zoom sur cette façon de faire. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a implémenté un plugin Maven RPM Keku. Donc il existe un plugin Maven RPM de base qui permet de construire des RPM, mais par contre, il
qui ne correspondait pas à tout ce dont on avait besoin de faire. Donc on s'en est inspiré pour faire le nôtre. Et on a rajouté pas mal de choses dedans. Donc ce qu'on a en entrée, donc un composant, quand on utilise Maven, on a un fichier de description, le pom.xml. Et puis ensuite, on a toute la structure de répertoire, donc on a standardisé. Et ce qu'on fait en fait, c'est que dans le POM XML, on va rajouter, puisque c'est l'endroit où on décrit ce qu'est notre composant, donc il a son nom, sa version, ses dépendances, on va rajouter les informations dont on a besoin pour le déploiement. Donc la première chose qu'on va rajouter, c'est le type de composant que c'est, donc si c'est une web app, un schéma MySQL, un composant de processing. On va pouvoir rajouter des répertoires additionnels qu'on va créer lors du déploiement, qui ne sont pas présents forcément dans la source. Et donc d'autres informations comme ça qui permettent de faire le déploiement. Donc ce qu'on va obtenir au final, c'est nos deux RPM, donc le RPM du composant. Donc comme je l'ai dit, il contient tout ce dont on a besoin pour que le composant fonctionne. Donc on a les binaires, les librairies, des scripts de lancement dans un composant de processing. Pour une appli, une appli web Tomcat, ce sera le fichier de contexte. On ajoute aussi on va aussi déployer des cron tabs, des services Linux. Donc vraiment tout ce dont on a besoin pour que l'appli fonctionne en une commande. Et donc dans le RPM de déploiement, on va trouver donc tout ce qui est nécessaire pour le déploiement lui-même. Donc on peut le voir comme une espèce de méta RPM. Donc on va avoir les manifestes Puppet, donc tous les ordres Puppet qui vont permettre de dire installe-moi le composant, installe-moi telle template. On va avoir les templates en question. Donc les templates, le plugin va scanner quand on lance Maven, donc on tape la commande Maven install. Le plugin va scanner toute la structure de répertoire et à chaque fois qu'on détecte un template, on va le mettre de côté et il sera mis dans le RPM là pour pouvoir être instancié lors du déploiement avec les bonnes clés et valeurs. Voilà. Et enfin, on trouve aussi des valeurs par défaut. Donc on verra plus tard qu'on peut configurer nos composants. Et pour certains paramètres, on peut fournir des valeurs par défaut déjà dans le composant. Et on les retrouvera lors du déploiement. Est-ce que juste oui, un dernier truc avant, c'est que donc, nos composants sont versionnés. C'est-à-dire dans Maven, on a donc un nom de composant et puis une version de composant. Et cette version se retrouve dans nos RPM. Donc on a vraiment la notion, quand on parle de composant, c'est donc dans notre plateforme de search, on a un composant, c'est Search Feeder version 1.0.0. Et à chaque fois que l'on va déployer, on verra qu'on gère les versions. Donc on a vu les étapes initiales, on propose un outil aux développeurs pour générer le squelette de leurs composants, on leur propose un outil pour le packager, ce composant, sous forme de RPM. Ça nous permet par exemple de gérer l'aspect un peu dépendance en s'appuyant sur la dépendance de paquet RPM. Maintenant, on va s'intéresser à l'étape de configuration. La configuration, qu'est-ce que c'est? C'est, comme Nicolas l'évoquait, on a un certain nombre de fichiers templates avec des valeurs à fournir, dire notre application, elle tourne sur quel port, elle a quel thème, toute une série de paramétrages. C'est également un autre aspect, c'est de dire, ce composant, on veut qu'il soit déployé sur tel serveur physique, parce que finalement, il s'agit à la fin de le déployer sur un vrai serveur. On s'est très vite rendu compte qu'en manipulant uniquement cette notion de fichier, de clé-valeur et puis de serveur physique, on arrivait à un niveau de complexité qui était un peu difficile à gérer, naturellement. Et donc on a étendu une notion qui existait un petit peu déjà dans Puppet, qui était la notion de rôle, où on a étendu un peu cette notion de dire, cette combinaison de composants, cette combinaison d'un serveur Apache, d'un Java, d'un serveur Tomcat et de ce composant logiciel, c'est ce qu'on appelle un rôle. Et ce rôle, on va pouvoir le déployer sur 1, sur 3, sur 5 serveurs physiques. Et c'est lui qui va finalement porter une certaine abstraction du composant qu'on va mettre en place. Donc maintenant, on va faire un petit zoom sur notre back-office de configuration qu'on a appelé GPTO. Un petit lien avec Puppet.
je vous laisse le trouver. Donc Puppet, c'est bien marionnette en anglais. Donc en fait, le back-office, on a été amené à le faire, comme dit Alain, dans Puppet, on retrouve une notion de rôle, et on a aussi la gestion d'héritage, mais je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent Puppet, on l'a trouvé vraiment très limité, et on s'est vite trouvé bloqué en fait, sur ce qu'on voulait faire. Donc le principe du back-office de configuration, il est très simple. C'est dire on va retrouver ce qu'on a généralement dans Puppet. C'est-à-dire on a un ensemble de serveurs, et sur ces serveurs, on veut dire quels composants on veut déployer. Donc en Puppet, ça va se transformer sous forme de classe. Et donc on va vouloir dire quels composants on veut déployer, et quel ensemble de clés-valeurs qui vont paramétrer nos composants, et qui vont être utilisés dans les templates qu'on a dans nos composants. Donc on va avoir un ensemble de serveurs, et pour ces serveurs, on veut appliquer des rôles. Donc ici, on a un exemple, on a 3 serveurs. On a un rôle base monitoring, donc celui-là, on veut l'appliquer sur tous nos serveurs. Donc ça installe les plugins de monitoring Nagios, donc par exemple celui qui surveille le CPU ou les I/O avec une clé valeur. Donc on va dire que chaque serveur hérite de ce rôle. Donc ensuite, les serveurs peuvent hériter d'un nombre arbitraire de rôles. Donc, si on dit qu'on veut installer, donc on a deux composants, categories et reviews, qui sont des web services installés sur Tomcat. On veut dire que les catégories, on l'installe sur le serveur 1 et le serveur 2. Donc, ces deux serveurs vont hériter du rôle correspondant. Et les serveurs 2 et 3 vont hériter du rôle reviews. Donc, on voit que chaque rôle a son composant et son ensemble de clés-valeurs qui viennent. Et bon, bien sûr, comme on a une hiérarchie d'héritage, on peut surcharger les valeurs au niveau de chaque serveur ou au niveau de chaque rôle. Et donc pour nos rôles, on ne se limite pas forcément à un niveau, on peut aussi faire de l'héritage sur les rôles, donc les composer, avoir des rôles de plus en plus génériques. Donc par exemple ici, on a un rôle où on installe Tomcat sur notre plateforme de web service. Donc on installe Tomcat avec telle version, et toujours pareil, les valeurs. Et Tomcat aussi hérite d'un autre rôle qui lui installe le monitoring pour les web apps Tomcat. Donc ce back-office, en fait, il nous permet d'avoir une grande souplesse sur ce qu'on fait et aussi de mutualiser au maximum la déclaration de ce qu'on veut sur chaque serveur. Donc ce qui se retrouve au final, en fait, ce back-office, pour faire le lien avec Puppet, c'est que quand on demande la configuration d'un serveur, en fait, toutes les informations qui sont dans les rôles vont être récupérées au niveau du serveur, et à partir de ça, on génère un simple fichier qui est utilisé après par Puppet pour savoir quoi déployer. Donc on avance toujours dans notre processus. Maintenant on arrive enfin à la phase finale. On a packagé nos composants, on a préparé une configuration dans ce back-office. Maintenant arrive le moment où il faut finalement enfin quand même un peu le déployer. Donc pour cela, on a développé un outil en ligne de commande qui s'appelle Punch. Là aussi, il y a un jeu de mots. Donc l'idée c'est d'avoir un outil en ligne de commande où on utilise sur le serveur cible qu'on veut finalement déployer. Et cet outil, c'est là où on va agréger toute une série d'informations. C'est là où on va récupérer les fameux RPM de déploiement, les fameux, ceux qui contiennent finalement les ordres d'installation des composants, les composants eux-mêmes, les RPM de composants, toutes les valeurs de config qu'on a définies dans le back-office Gepetto, c'est finalement l'assemblage de toutes ces opérations. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil? Une série d'opérations relativement simples. On peut appeler la commande restore. La commande restore dit « je déploie sur ce serveur tout ce qui a été défini dans le back-office ». Donc, si l'ensemble des composants de la hiérarchie telle qu'on a vu. Je peux choisir pour des raisons X ou Y de faire une commande apply où je mets en place une configuration spécifique à ce serveur sans forcément passer par le back-office. Je peux également récupérer la liste des composants qui est prévue pour ce serveur, la commande list, ou récupérer des valeurs actuellement configurées pour ce serveur. Donc c'est vraiment le couteau suisse du déploiement.
C'est un outil en ligne de commande qui était bien sûr d'ores et déjà wrappé, utilisé par des personnes pour faire des logiques de déploiement encore plus complexes multiserveurs. On en parlera. Un petit zoom sur la façon dont ça fonctionne. Donc une chose importante, là, toujours dans le fait qu'on ne veuille pas avoir une maintenance trop lourde pour nos outils, c'est le fait qu'en fait Punch, c'est essentiellement un wrapper autour de Puppet. Donc il fait un wrapper autour de Puppet et le minimum de comportement nécessaire pour agglomérer tous les artefacts dont on a besoin pour faire le déploiement. Donc en fait, si on essaye de décomposer un petit peu ce que fait Punch, donc on lance cette commande sur un serveur. Donc, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on donne une configuration. Donc on peut supposer que dans notre back-office de configuration, on a ces informations. Donc dans ces informations, on a deux choses. On a deux composants. Donc, Search Feeder version 2.1.0 et Search Cleaner version 1.5.2. Et pour ces deux composants, donc on a pour chacun un paramètre. Donc un paramètre qui donne un intervalle. Donc ça c'est un petit peu abstrait. En pratique, on a facilement de 10 à 100 paramètres par composant. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les données de départ. Donc on suppose qu'on a ça dans GPTO. Donc quand on lance Punch, on fait un Punch Restore sur une machine. Donc la première étape, ça va être de récupérer la configuration sur le back-office. Donc après, au niveau local, on a ces informations. Donc à partir de ces informations, on sait qu'on a deux composants ici qu'on va installer. Donc on va aller chercher les RPM de déploiement et les installer sur la machine. Ensuite, on va calculer les changements. C'est-à-dire que sur cette machine, peut-être qu'un composant a été ou qu'on a une version antérieure déjà installée. Donc si on suppose qu'on a déjà une version Search Feeder 2.0.0 installée, et puis on n'a pas Search Cleaner, le calcul des changements va aboutir à dire Search Feeder, il faut enlever l'ancienne version, il faut installer la nouvelle. Et Search Cleaner, il n'existe pas, il faut l'installer, tout simplement. Donc une fois qu'on a calculé ces changements, ensuite on va appeler deux fois Puppet. Pourquoi deux fois ? Eh bien parce qu'en fait, avec Puppet, on donne l'état désiré dans lequel on veut que notre serveur se trouve, mais on ne peut pas lui dire d'abord tu me désinstalles ça et après tu m'installes ça. En fait, il y a une limitation qui dit derrière on a des classes et on ne va pas pouvoir travailler sur les mêmes artefacts deux fois avec Puppet. Donc du coup, c'est la façon qu'on a eu de contourner ça, c'est de l'appeler deux fois. Donc on l'appelle une première fois pour désinstaller tous les composants, soit dont on ne veut plus, soit les vieilles versions. Donc ici, notre vieille version de Search Feeder, on va la désinstaller. Et ensuite, on a une deuxième étape où on réappelle Puppet pour installer cette fois-ci les composants. Donc il va installer la nouvelle version du composant Search Feeder et il va installer Search Cleaner. Et au final, on va se retrouver dans l'état désiré qui correspond à ce qu'on a décrit dans notre back-office. Donc maintenant, on va récapituler un petit peu tout ça, parce qu'on est assez conscient que c'est pas facile à appréhender, et en une heure de temps, c'est pas évident non plus. Donc on va essayer de récapituler un petit peu toutes les étapes. Donc partir du développeur, arriver jusqu'à une mise en production. Donc l'étape 1, on a le développeur sur son poste, donc il va lancer Maven Archetype pour générer l'archetype sur son poste. Ça va déjà lui donner le squelette de son appli. Après, donc, il y a la partie développement. Une fois que le composant est développé, il va être committé sous subversion. Donc, on utilise subversion classiquement comme gestionnaire de source. Ensuite, il va aller se connecter sur notre plateforme d'intégration continue. On utilise Jenkins. Rien de bien original là encore. Jenkins va lancer Maven, donc la release, on va faire un Maven, c'est l'équivalent d'un Maven install. C'est un peu plus compliqué, mais c'est l'équivalent. Donc Maven va aller récupérer les sources sous subversion,
va compiler, lancer les tests et construire les packages. Donc les deux RPM. Le RPM du composant et le RPM de déploiement. Et dans l'étape 5, il va déposer ses composants dans notre repository Yum, donc qui est sur un serveur à part, dans le repository Yum. Donc là, à partir de ce moment-là, on a fait une release officielle, donc on a un numéro de version officielle. Et dans le repository Yum, on a une version, on a notre composant prêt à déployer. Donc ensuite, on arrive à la partie configuration. Donc on a notre gars de la prod qui va se connecter sur le back-office GPTO et qui va configurer le ou les serveurs sur lesquels il veut déployer le composant en question. Donc c'est l'étape 1 qui est en rouge. Et ensuite, on passe à l'étape déploiement proprement dite. Donc là, l'Ops va se connecter sur le serveur sur lequel il veut déployer le composant. Il va lancer la commande punch restore. Et là, c'est la commande donc, va, au niveau de l'étape 2, aller chercher les informations de configuration dans GPTO. L'étape 3, c'est va récupérer les RPM de déploiement dans le repository Yum pour les installer. Donc à partir de ce moment-là, on a toutes les informations nécessaires pour installer le composant. Donc il va installer les manifestes Puppet, les templates, donc prêt à être déployé. Et donc ensuite appeler 2 fois Puppet, qui est installé en local sur tous nos serveurs. Donc l'étape 4, désinstallation des anciens composants si besoin. Et 5, installation des nouveaux composants. Donc quand on dit installation, en fait, si on a un composant qui existe déjà, ça peut être juste, je change un paramètre, donc une valeur de clé, et je réapplique, et à ce moment-là, les templates vont être réappliqués et ça fera le changement. Donc là, c'est la partie, donc c'est toutes les étapes pour faire une mise en production, mais l'intérêt de l'outillage, c'est qu'on peut avoir une vue, on peut avoir une utilisation beaucoup plus locale. C'est-à-dire que le développeur, s'il ne fait pas une release, il n'a pas envie d'interagir avec le serveur d'intégration continue, un repo Yum distant, un back-office. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout faire en local. C'est-à-dire qu'on peut lancer, bien sûr, on peut lancer la commande Maven en local chez soi, faire un Maven install. Et à ce moment-là, on ne va pas mettre les RPM dans un repo Yum distant, mais on peut le mettre dans un repo Yum local, donc sur notre propre desktop. De la même façon qu'on peut utiliser GPTO, en fait on distingue des environnements de prod et de dev, donc on peut si on veut, mais on n'est pas obligé, parce qu'en fait derrière GPTO on génère un fichier, donc on peut très bien en local fournir un fichier qui va dire tel composant, telle clé valeur, et l'utiliser sans faire d'accès à un back-office distant. Et de la même façon, on peut installer localement sur son desktop des composants, puisque la commande punch, en fait, on peut aussi l'appliquer localement, elle n'a pas besoin, elle peut avoir un mode où elle ne va pas chercher automatiquement dans le back-office, mais juste prendre un fichier en paramètre. Donc c'est ces différentes façons de faire en fait, qui nous permettent d'avoir les mêmes outils pour faire ces opérations. Et l'intérêt, c'est que le développeur, il va faire exactement les mêmes choses que les ops pour déployer un composant. D'accord ? Donc on sait que quand un composant va arriver pour être déployé en production, on sait qu'en fait le développeur il a déjà fait les mêmes opérations sur son serveur, et, sur son desktop, il l'a fait sur son serveur de dev, il l'a fait sur la QA, et on sait que le process va fonctionner si les paramètres, bien sûr, si on n'a pas mis n'importe quoi comme paramètre. Il y a l'aspect configuration. Donc, c'est un point important, comme Nicolas vient de le mentionner, finalement, tout le monde utilise le même outillage, quel que soit l'environnement. Donc, on est quand même une équipe de 90 informaticiens, on est un peu structuré. On retrouve un certain nombre d'équipes de dev qui seront organisées sous un mode de Scrum. Ces équipes, qu'est-ce qu'elles font? Elles développent, elles déploient, elles testent dans un environnement. Alors bien sûr en utilisant cet outillage, elles emploient à peu près tous les environnements, y compris de production.
On a un rôle un peu spécifique chez Quelcou, qui sont les services architectes. Ce sont finalement des architectes techniques chargés de concevoir la plateforme de production. C'est quelque chose d'important pour nous, la production, parce que c'est avec ça qu'on gagne notre argent. Et donc on a un rôle qui est chargé de dire, ben voilà, quelle architecture il y aura en termes de serveurs, de load balancer et tout ça en production. Ces personnes sont amenées parfois à faire des développements, à développer des plugins de monitoring, de dire ben, je vais mettre en place une logique de monitoring pour tel aspect de l'infrastructure ou applicatif. Ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes-là utilisent également le même outillage. Elles vont générer avec Maven un archétype de plugin de monitoring, elles vont le faire, le tester en local, le mettre dans l'intégration continue et puis le déployer. Ce sont aussi des personnes qui sont amenées à utiliser les outils de déploiement dans toutes sortes d'environnements. On a une équipe d'opération qui, elle aussi, utilise le même outillage, configuration, déploiement, quel que soit l'environnement. Vous vous souvenez que je vous ai parlé un petit peu au début de session de la partie clonage de système et configuration. Ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là utilisent, alors c'est pas Gepetto, ça s'appelle Kermit, là aussi on est assez fan des jeux de mots, utilisent une version un peu spécifique de ce back-office de configuration, mais utilisent des processus très similaires pour générer la configuration des serveurs. Donc on retrouve finalement une très grande communauté d'utilisation de ces outils dans notre équipe. Un autre point important à signaler, c'est la manière dont on fait le support à la maintenance de cet outillage. C'est pas une personne. Alors on a longtemps hésité, on a fait plein d'erreurs, on a longtemps cherché le modèle. On est tombé sur un modèle qui s'appelle le modèle un peu communauté. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une personne qui gère un backlog, et finalement, ce backlog et cet outillage, il est maintenu par tout un ensemble de personnes volontaires qui viennent de toutes les équipes, qui vont pousser tel point dans le backlog ou qui vont dire, bah, par exemple, tel aspect, on en a vraiment besoin dans notre équipe, ça nous embête, on est partant pour le faire évoluer et le faire avancer. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement communautaire. On avait juste avant, pour ceux qui étaient dans la même salle, une petite présentation sur social architecture où on se posait la question de trouver quelle est la bonne organisation d'équipe pour atteindre cet objectif, et c'est vraiment quelque chose dont on est assez satisfait, puisqu'il permet justement de faire collaborer à la fois des développeurs, des services architectes, des personnes des ops, de la QA, sur le même outillage qui est utilisé par tout le monde. Le résultat, le voilà, alors c'est un vrai mail, hein. Je voulais vraiment copier, j'ai viré le nom quand même, mais il y en a qui peuvent confirmer. Donc c'était une petite histoire qui nous a bien plu, parce que finalement on s'est rendu compte que quelqu'un s'est acclamé spontanément, absolument pas, c'était pas du tout demandé, a dit il était plutôt content parce qu'en très peu de temps, on est capable de mettre à disposition des serveurs, de configurer des applications, de les déployer, de les intégrer au monitoring. C'est quelque chose qu'on fait de manière maintenant extrêmement intensive, où on se retrouve à faire sur un rythme de release applicative à peu près jusqu'à des pointes à 20 releases par semaine. Alors une release, c'est pas juste un composant sur un serveur chez nous, hein, c'est très compliqué. Ça peut impliquer une cinquantaine de composants sur 30-40 serveurs différents avec des nouvelles clés de valeur, des rollbacks, des marches avant, marches arrière, toutes sortes de choses. Et là, il s'agit uniquement, bien sûr, des déploiements en production. C'est-à-dire que je mentionne, on ne trace même pas les tests, les déploiements au QA, Dev et tous ces environnements. C'est vraiment quelque chose qui nous apporte une grande capacité de livrer en production et de corriger. Alors parfois, ça peut être aussi pour des bugs, hein, parce que ça va vous surprendre, mais on fait encore des bugs. Mais c'est quand même un grand confort dans le déploiement de nos applications. On a commencé cette session en parlant un petit peu de DevOps. C'est quoi le lien avec DevOps, tout ça? Si on se raccroche un petit peu aux trois piliers que j'avais mentionnés au début, l'industrialisation du processus de développement, c'est-à-dire du squelette de code jusqu'aux composants installables, l'objectif est atteint. Clairement, on a un processus et un outillage qui permet d'atteindre cet objectif. Faciliter les communications entre les équipes. Là aussi, on a atteint cet objectif. On a les mêmes outils utilisés par quels que soient les acteurs et quels que soient les environnements. C'est vraiment un langage commun. Tout le monde parle, il n'y a pas de langage ou de points différents. Tout le monde sait parler composants, Gepetto, Punch, ça parle à tout le monde.
autre point, la communication, elle se fait aussi dans la maintenance et dans le support de cet outillage. Ce sont les mêmes personnes qui vont dire ah, bah, s'il y a ça qui m'embête, ou j'aimerais bien avoir dans mon archétype de base de données la gestion d'un schéma un peu plus évolué ou des choses comme ça. Ben, je le propose, je le priorise et j'essaie de trouver quelqu'un pour le développer si je ne sais pas le faire. L'industrialisation de l'infrastructure, là on est encore in progress. Il y a des points positifs, c'est-à-dire que dans un archétype web service ou dans un archétype web app, vous allez retrouver des points d'infrastructure qui sont générés automatiquement avec le composant, les scripts de démarrage ou d'arrêt de la web app. On n'a pas besoin de quelqu'un qui les écrive, ils sont déjà embarqués dans le composant. On retrouve les rotations de log, toute une série de choses qui sont déjà prévues. On a un aspect automatisation au sens provisioning du serveur qui permet de mettre à disposition un serveur. Ce n'est pas encore un processus complètement scriptable, la mise à disposition d'un serveur. Là, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a service, c'est-à-dire où on fournirait des outils en ligne de commande à nos développeurs et à nos ops qui leur permettraient de dire je veux avoir ce serveur avec ce système sur ce point. Donc on est encore en plein travail sur cet aspect-là. C'est clairement notre objectif, de pouvoir pousser au maximum les logiques de déploiement et de configuration de nos applications. Actuellement, comment ça se passe? Sur un parc de serveurs existants, il y a des surcouches ou des scripts qui utilisent Punch qui sont capables de déployer très facilement les applications sur notre parc matériel. Il n'y a pas encore cet aspect où je voudrais provisionner 20 serveurs, déployer telle version, les mettre dans le load balancer et activer, changer le DNS et puis mettre ça en prod. Ça, c'est pas encore le point. On retrouve néanmoins déjà un petit peu d'expérimentation sur le Blue Green chez nous, donc, qui consiste finalement à avoir un parc matériel où on a deux fois les serveurs nécessaires pour être en production. On fait du déploiement un petit peu continu et puis on dit à tel instant, on considère que la version de production, c'est celle-là, c'est la Blue ou la Green. Et toutes les versions sont, il y a une chaîne ou un ensemble matériel dans lequel on déploie en continu sur le serveur. Ben voilà, c'est pour toi ça. Alors, vous vous posez peut-être la question de comment vous pourriez exploiter ce qu'on vient de vous raconter. Donc ça, bien sûr, c'est notre vision, hein, c'est pas forcément une vue exhaustive. Et donc en fait, quelles sont les options quand on veut essayer d'automatiser un petit peu, d'outiller la façon de déployer les composants, quand on veut essayer de mettre un peu en place ce mouvement DevOps. Donc nous, on voit quatre grandes solutions. Donc la première, c'est construire sa solution. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'est quelque chose, l'avantage c'est que ça colle vraiment aux besoins. Donc quand on va construire sa propre solution, on ne va pas s'embêter à développer des choses dont on n'a pas besoin. Donc dans ce cas-là, on trouve que l'utilisation de paquets système est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Donc on est proche de l'OS, on est cohérent avec l'OS, et ça permet un petit peu de structurer l'approche. Je sais qu'il y en a qui utilisent le déploiement, donc qui utilisent par exemple Jenkins pour déployer directement sur des serveurs, donc sans passer par l'utilisation de paquets. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait acceptable si on n'a pas trop de système, pas trop de serveurs à gérer. Mais dès qu'on commence à avoir un assez gros volume, l'utilisation de paquets est assez intéressant. Donc l'inconvénient forcément, c'est qu'il faut du temps, que tout le monde n'a pas forcément. Donc une deuxième option, c'est prendre une solution du marché. Donc, si vous n'avez pas de temps mais vous avez de l'argent, c'est une bonne option. Donc je cite juste deux outils dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Deployit de Xebia Labs et Nolio. Donc je les ai jamais utilisés, hein, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient, et c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout. Ça permet d'automatiser de manière assez conséquente le déploiement. Alors moi, ce que j'aime pas trop, c'est l'aspect un petit peu, donc en fait, l'aspect tout en un. On essaye de vraiment tout faire, et j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment scripter, avoir des choses en ligne de commande.
Donc par exemple, par rapport à ce qu'on a présenté, j'ai l'impression que c'est pas mal pour déployer en prod, mais pour une utilisation locale, ça me semble assez difficile. La troisième option, c'est gérer des images de déploiement. Donc là, c'est un petit peu radical, mais ça consiste en fait, à générer des images OS qui contiennent, donc c'est quelque chose que propose UShareSoft par exemple, qui consiste en fait à préfabriquer son image OS avec des possibilités de paramétrisation. Et quand on a besoin d'installer quelque chose, hop, on déploie l'image OS directement, on a tout qui est prêt à fonctionner. Donc forcément, c'est quand même un petit peu moins souple que les deux premières. Et la quatrième, c'est utiliser une solution PaaS, donc Platform as a Service, de type Google App Engine. Donc du coup, ce que vous faites là, en fait, c'est tous les problèmes d'infrastructure et de déploiement, vous les laissez un petit peu prendre en charge par cette plateforme. Donc c'est aussi une bonne solution. Bon, souvent, si on démarre de zéro, c'est vrai que si on a beaucoup d'existants, c'est quand même assez lourd à faire. Voilà, c'est quatre idées de choses à faire. Parce qu'on aime bien les synthèses et les récapitulatifs, donc on vous en propose encore un autre, dans lequel, globalement, on retrouve les principales étapes du processus qu'on a en place, les différents artefacts que l'on manipule, les différents outils qu'on utilise à chaque étape. Et le point sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire finalement, dans toutes ces étapes, vous le voyez, il n'y a pas que les développeurs qui font du logiciel et les opérations qui installent. C'est vraiment un ensemble commun d'outillage qui est utilisé par des acteurs différents dans des contextes et dans des environnements différents. C'est vraiment le point qu'on voulait mettre en avant. C'est complètement possible, c'est le point. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a déjà vu individuellement tous ces points. Merci déjà pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes et on a un petit bonus à vous proposer. On va vous proposer de voter encore. On est très dans l'interaction. On a des... C'est quoi dans les DVD? Comment ça s'appelle? Des bonus, c'est ça? On a du bonus, si vous voulez. On a 2 bonus au choix. En quelques minutes, on peut vous parler soit un peu plus de comment on utilise Gepetto. Alors on a fait jouer les fiers à bras, on vous a dit ouais, ça gère plein de composants, machin, etc. On peut vous en parler un peu plus et vous montrer une vraie plateforme avec des vrais composants et comment c'est géré. Ou on peut vous parler également, on a abordé très légèrement ce point-là sur qui déploie quoi dans quel environnement, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'essais-erreurs, c'est pour ça que chez Quelcou sur l'évolution, l'articulation des équipes entre Agile et l'outillage DevOps. C'est un des autres aspects qu'on peut vous proposer d'étudier ou de discuter rapidement. Donc vous me voyez venir gros comme une maison, on va vous proposer de lever la main pour ceux qui sont pour la première option, c'est-à-dire l'utilisation, voir en pratique l'utilisation de Gepetto sur une plateforme complexe, veuillez lever le bras. Tu comptes, hein, Nicolas? Et ceux qui sont pour s'intéresser un peu plus à l'évolution du mode DevOps versus Scrum chez Quelcou. Ah, bon, alors c'est le deuxième. Donc voilà toute l'organisation Engineering Quelcou et les différents modèles qu'on a en place. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de noter, c'est que, bon, alors on vous l'a dit, c'est du Scrum, ou alors on utilise un mix de Scrum et de Kanban, mais on ne va pas s'embêter ici. On a eu le souci depuis très longtemps d'essayer de rapprocher au maximum ces équipes. Ces équipes, comme je l'évoquais, elles ont des objectifs différents. On s'est dit, c'est super, c'est très simple, il suffit de les faire travailler ensemble. Donc on a le mode, finalement, où on a dit, on va désigner une personne des opérations qui, à côté de son activité de support de la plateforme, de résolution de tickets, de demande de support, son activité de déploiement, elle va être intégrée carrément au Scrum, ici. Elle fait le sprint planning, elle fait le stand-up, elle participe au déploiement et puis surtout elle est capable de faire des retours sur les déploiements. C'est-à-dire que lorsque la personne a galéré sur le déploiement, lorsqu'elle a passé une partie de la nuit à faire fonctionner la plateforme qui n'était pas bien, là pour le coup il y a une connectivité, un retour direct entre les personnes. Donc c'est une bonne solution. Simplement, cet acteur, il est quand même impliqué dans une activité de service, il a une bande passante, pas forcément immense pour participer au Scrum, et on sait, ça dépend un peu du rythme d'itération que vous avez, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à maintenir.
Autre solution, on a ce fameux service architecte. Il faut le voir comme l'architecte technique de production. Je vous ai rappelé ses tâches. C'est, en IT, ça va être le capacity management, ça va être service level management, ça va être gérer les problèmes, c'est-à-dire des incidents qui se répètent. On peut le faire participer également au Scrum. Bon, pareil. Sprint planning. Lui, pour le coup, il a beaucoup moins d'activités de support au quotidien, il y a beaucoup plus de bandes passantes. On a trouvé de très loin que c'était le modèle qui était fonctionnait le mieux. Pourquoi? Parce que, pour le coup, il peut être amené à utiliser les outils j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il utilisait également l'intégration continue pour gérer ses plugins, ces choses comme ça. Il y a juste un défaut, c'est que dans une équipe comme Quelcou, on a à peu près, je ne sais plus, une dizaine de Scrum à peu près, on n'a absolument pas 10 services architectes. Et donc c'est vraiment une solution luxueuse qu'on aimerait bien généraliser, mais qu'on n'arrive pas pour des questions. Donc on a encore changé et évolué. On est parti sur le système où on dit le service architecte, il reste quand même présent, affecté à un certain nombre de Scrum. Il connaît la plateforme technique précisément, c'est lui qui l'a conçu, déployé, il est capable de faire le pont entre les opérations. Alors je les représente comme des pavés distincts, mais il faut bien voir qu'ils sont très liés. Hein. Toutes ces équipes sont très liées. Le service architecte fait des ouvertures, des fermetures, du support également, et il participe également aux activités du Scrum. Mais c'est le mode où on dit on a un service architecte qui fonctionne de manière transverse sur les équipes. On a fait le choix également aussi, comme je l'évoquais, d'avoir une équipe infra séparée pour le moment. C'est elle qui s'occupe de déployer les serveurs. Notre objectif, c'est vraiment que cette équipe, elle fournisse des API, des scripts ou finalement la manipulation de l'infrastructure directement au Scrum. Hein. Et donc son rôle sera par la suite complètement limité à la maintenance de l'outillage de la manipulation de l'infrastructure. Donc c'est les différents modèles dans lesquels on est parti. Nous, on pense que cette solution est la meilleure, mais on n'a pas les sous. Donc on est sur ce mode où on a 3-4 services architectes qui contribuent, qui sont attribués aux plateformes. Sans rentrer dans les détails, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui font les releases en production, selon les différents modèles, donc avec celui qu'on trouve le plus sympa, globalement, j'ai mis un peu arbitrairement que c'était le service architecte qui faisait les releases. C'est beaucoup plus généralement les ops, le service architecte. Ça dépend vraiment des circonstances, de la complexité ou du risque de la release. Après, les niveaux différents types de supports, je pense qu'on a explosé le temps. Je n'ai pas forcément envie de le faire. Donc, vous avez sûrement également des questions. Donc, ça, on va laisser quelques minutes pour les questions. Alors, on va choisir. Allez. Juste, monsieur. Est-ce que vous intégrez des éléments Ops dans le backlog Scrum? Alors, est-ce qu'on intègre des éléments Ops dans le backlog? Oui, oui, on les intègre. Ils sont clairement exposés dans le backlog, ils sont très bien documentés et systématiquement présents en bas de backlog. C'est un des points où on essaie de travailler, c'est-à-dire d'expliquer, d'éduquer l'impact vis-à-vis des product owners, de leur expliquer, de dire tel élément. Alors on essaie de supporter les Scrum pour finalement, c'est eux qui dialoguent avec le product owner. Là aussi, on a essayé plein de choses. Il y a la ligne dure, défenseur, qui est en faveur d'une approche presque bande passante réservée, du style dire on réserve 30% de la bande passante du Scrum à l'initiative de l'engineering en global. Il peut aller du refactoring, des choix d'architecture, faire changer les technos et prendre des points Ops. Ou une autre option qui est plus, on doit être capable de l'expliquer et de le faire comprendre par le product owner, où on essaie justement de documenter, d'expliquer l'impact en termes de support, en termes de capacité, d'attributs d'architecture. Est-ce qu'on peut gérer l'international ou l'internationalisation de l'application, la montée en charge, ou des choses comme ça. Mais oui, on retrouve ces points-là dans le backlog. D'autres questions? En termes humains, vous avez pas eu des difficultés à implémenter ça, parce que c'est deux cultures qui se rencontrent. La culture opérateur, c'est qui est très conservative, la culture développeur qui est plus agressive en termes de release. Il y a pas eu des conflits. Si, bien sûr. Au début, il y avait vraiment, il y a toujours eu, c'était un point qui était très présent, ce conflit. Le fait est que les équipes soient plus intégrées, qu'elles partagent les mêmes objectifs, ou qu'elles soient conscientes. Si la personne des ops, elle sait que pourquoi le product owner pousse pour avoir cette release, etc. Ça s'est un petit peu amélioré
la communication, les deux aspects, le même outillage et la participation même des équipes a amélioré le côté communication. Très clairement, il y a eu un antagonisme qui ont retrouvé au baby-foot bien sûr, mais pas que. J'essaie de disperser. Allez, Maxime. Ouais, ce que tu viens de présenter là, ça me fait un peu rêver parce que c'est une problématique qu'on se pose quand on va chez un client, on a cette problématique-là. La question que je me dis, c'est que ça doit avoir un coût qui est quand même assez élevé. Et à partir de quelle taille, à peu près, vous êtes 90 développeurs, moi chez quel coût, à partir de quelle taille on peut se permettre de mettre en place ce genre de choses? Moi, souvent, quand on me pose la question du coût, et Dieu sait qu'on me la pose souvent, j'aime bien raisonner différemment et dire retour sur investissement. C'est quelle est la valeur que ça génère. Je pense qu'on peut tout à fait mettre l'outillage du déploiement et du développement, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétitive, quelle que soit la taille de l'organisation. Et je pense que c'est vraiment important de gagner du temps et de se focaliser sur les tâches en utilisant cet aspect-là. Pour revenir là, en l'occurrence, on y a passé pas mal de temps quand même. Au total, on avait estimé à peu près 2 années, je pense, tout compris, parce que c'était une direction vers laquelle enfin c'est un ensemble de circonstances. On était au pied du mur, il nous fallait de l'outillage, on voulait vraiment avancer le déploiement, etc. Mais il faut essayer de raisonner en retour sur investissement. Quand vous êtes en situation de montrer au product owner que 30% du temps du Scrum est passé aux tâches de déploiement et de configuration, vous pouvez peut-être lui vendre un petit peu d'automatisation qui n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau d'automatisation. Oui, monsieur au fond. J'ai une question, moi, c'est sur le déploiement de vos mises à jour. Par exemple, vous avez une API, on ne doit pas avoir de downtime, je pense, enfin minimum en tout cas. Là, quand vous faites là vous avez parlé de préparation des machines, au niveau de la maintenance, enfin de une correction de bug à appliquer, comment vous gérez, par exemple, est-ce que vous débranchez les machines de load balancer, est-ce que c'est automatisé, est-ce que, par exemple, quand vous désinstallez le RPM, en attente d'installer la nouvelle version, est-ce que cette machine-là est débranchée de quelle manière vous avez automatisé ça pour pas avoir de downtime? Donc la question est, je vais reformuler légèrement, comment on gère finalement, pour les applications qui demandent une grande haute disponibilité, comment gérer l'aspect déploiement, arrêt et redéploiement du service. Alors là, il n'y a pas de magie, c'est pas des frameworks très compliqués, on a tout simplement, pour ces applications-là, on a 2 data centers. C'est-à-dire pour le front-end, pour les applications critiques telles que le search ou les choses comme ça, on les déploie sur 2 data centers à 2 endroits différents. Et quelque part, on bascule de l'un à l'autre. On dit, on regarde le service sur celui-là, on met la nouvelle version sur l'autre, et hop, après, on peut faire des tests. On a également des logiques un peu plus compliquées de ce qu'on appelle d'AB testing, où on a 2-3 versions différentes de l'application qui fonctionnent. Donc c'est par DNS? Oui, ça je gère par DNS, oui. DNS, c'est au niveau load balancer, qui travaille au niveau de la couche 7 package. Oui. J'avais une question. Je n'ai pas bien compris si finalement votre choix aujourd'hui c'est d'avoir des personnes de Ops dans le Scrum ou finalement pas trop parce qu'il n'y a pas de bande passante. Donc c'est pas un choix. Actuellement, on se retrouve avec des équipes mutualisées. Par contre, ces personnes ne sont pas dans le Scrum au sens où leur temps de travail n'est pas géré par le Scrum. Elles assistent quand même au stand-up et au sprint planning. Voilà. Alors je crois qu'on va devoir arrêter. Merci encore pour cette